Bien, prenez place, messieurs, puisqu'on n'est absolument pas dans la parité à cette tribune. Alors, on a voulu s'inspirer pour évoquer la ville de demain de quelque chose qui existe aujourd'hui déjà. Ça s'appelle SmartSay. Sauf erreur de ma part, on avait eu l'occasion d'en parler déjà devant les amis de l'UNIS. C'est un projet qu'Hervé Gatineau, qui, encore une fois, tous les deux sont EFAGE, hein, le local de l'étape et le national ici. Hervé Gatineau a suivi ce dossier depuis sa création jusqu'à la livraison des clés et encore aujourd'hui. On est sur quoi? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu de quoi il s'agit? Merci Gabi, oui, très rapidement. SmartSay est né de Phosphore. Phosphore, c'était le laboratoire R&D d'EFAGE qui visait à imaginer la ville en l'an 2040-2050 comme un concept car automobile, donc complètement à l'abri de toute contingence opérationnelle. Et très rapidement, en fait, Euroméditerranée, la ville de Marseille, ont décidé de lui donner une réalité en faisant le premier îlot démonstrateur au sein d'Euroméditerranée, en venant l'implanter sur une ancienne usine à gaz, au sens propre du terme. Euroméditerranée numéro 2, c'est à peu près 300 hectares, sur lequel on va faire tomber la ville de La Ciotat, donc à peu près 40 000 habitants et 300 000 mètres carrés de tertiaire. SmartSay, à l'intérieur de cette opération, c'est 58 000 mètres carrés, 380 logements, qui vont du très social jusqu'à l'accession, et à peu près 30 000 mètres carrés de bureaux, dont le dernier installé est Free Pro, donc la partie Pro Business B2B de Free, qui a installé son siège national sur cette opération. Vous voyez ici en fait ce qui fait la caractéristique de cette opération. Le premier, c'est les vues mer exceptionnelles. Deuxième, c'est la notion de parc habité. Donc on monte le plus haut possible pour ne pas gaspiller le foncier et en même temps libérer un espace d'un hectare 3. Sans être dans des IGH. Sans jamais être IGH pour toutes les questions qu'on imagine. Le deuxième, le plus important, c'est le processus discontinu. L'aménagement, d'habitude, c'est le verre qu'on remplit et puis l'eau qui coule. Là, vous voyez, on est 700 mètres devant le front bâti, qu'on peut imaginer en gros à la tour CMA-CGM, qui est au fond derrière. Et donc, il a fallu trouver toutes les solutions nécessaires pour faire en sorte que je puisse acheter mon pain, mon lait, mon journal, alors qu'on est avec une absence criante, notamment de commerce à cet endroit-là. SmartSay est né de deux éléments fondamentaux. Le premier, low cost easy tech, donc ça c'est facile à comprendre. Avec le low cost, la question, c'est non pas la question de l'investissement, parce que ça, c'est juste le problème du promoteur, c'est la question de l'exploitation derrière et la façon dont on gère cet immeuble, parce qu'on a des gens qui réfléchissent à 50 € près à la fin du mois. L'écosystème partenarial, c'est juste le fait de dire que c'est tout un ensemble de partenaires, au premier rang desquels l'État, les puissances publiques, les grands groupes, les startups, les syndics et les gestionnaires qui jouent un rôle vraiment primordial, et l'ensemble du tissu associatif. Low cost, pour la petite histoire, c'est ça, c'est des vues mer à 180 degrés, à 3 000 € du mètre carré, compris parking. Le parking, justement, c'était une des grandes notions de SmartSay, et c'était l'idée de dire qu'on doit remplacer la propriété par l'usage. Aujourd'hui, je ne suis pas propriétaire d'une place de bureau, je suis juste titulaire d'une place de stationnement, et je peux y accéder avec mon téléphone. Pourquoi? Parce que la ville de Marseille nous avait classés en zone de bonne desserte. Et donc, pour la première fois à Marseille, on avait un plafond sur le stationnement. Je ne pouvais pas construire plus d'une place pour 100 mètres carrés de bureau. Donc, 5 personnes qui venaient travailler, une qui avait une place, les 4 autres n'avaient pas de place. Pareil pour les logements. Et donc, l'idée, ça a été de dire il faut créer une intensification de l'usage, faire en sorte que ces places de parking ne sois pas propriétaire de la place 24. J'habite quelque part, si en journée je vais travailler, la place est libre. Et quelqu'un des logements peut l'utiliser et vice-versa. Ce qui permet justement de satisfaire tous les besoins en ne construisant que le plafond du PLU. De la même façon, on a travaillé aussi sur ce qu'on appelait la solidarité énergétique. Quand je suis dans les bureaux, je consomme en général du froid, puisque j'ai besoin de le climatiser, je libère du chaud. Ce chaud, d'habitude, il sert à chauffer les petits oiseaux. Nous, ce chaud, en fait, il sert à fabriquer de l'eau chaude sanitaire gratuite pour le logement qui est à côté. Et pareil, dans le logement, quand je prends une douche, je consomme du chaud, je climatise le bureau qui est à côté. Ça a permis d'avoir un coût de l'énergie stable pendant 27 ans, à l'abri des fluctuations des énergies fossiles. Alors, ça ne valait pas grand-chose il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit combien c'est absolument nécessaire. Ce qui fait qu'on a une facture, donc eau chaude, chauffage, consommation, abonnement, pour un T3 moyen qui est de l'ordre de 560 à 580 € TTC par an.
Je vous rappelle que la moyenne française, y compris les passoires thermiques des années 50-60, c'est à peu près 1400 €. Et ensuite, on a mis tout un ensemble d'innovations que je n'aurai pas le temps de détailler. La dépollution par les champignons, l'éclairage naturel par de la fibre, évidemment la question de la biodiversité, l'agriculture urbaine. Le fait, pour la première fois à Marseille, de ne pas mettre de locaux ordures ménagères dans un immeuble pour ne pas flinguer tous les rez-de-chaussée, mais de mettre des points d'apport volontaires. Et donc, quand j'habite au 17e, là, je suis obligé de descendre, de trier mes déchets et d'aller mettre des points d'apport volontaires. Et la grande surprise, c'est que ça marche. Parce qu'à Marseille, on a une sensibilité assez particulière. On aime bien, plus c'est haut, envoyer les poubelles. Vous voyez. Et donc, ça marche pas mieux ou pas plus mal qu'ailleurs. C'est une vraie réussite. Comme je suis un vilain promoteur, je fais des logements de plus en plus petits. Et donc, quand ma belle-mère vient, je suis obligé d'aller dormir sur le canapé ou de lui laisser le canapé. Pas ici, puisque l'idée, c'est qu'on a en fait des petits studios partagés. On en a 3 par copropriété que je peux louer pour un jour, un week-end, une semaine, un mois. Ça coûte 15 € la location, 18 € le ménage, 15 € de frais de blanchisserie. Et ça marche évidemment très très bien. On a aussi travaillé sur la question du logement évolutif, je n'ai pas le temps d'en parler, sur les services numériques qui sont en fait l'installation d'un tableauphone dans chaque logement et qui permet justement d'avoir la possibilité d'avoir accès à tout un portail de services, le stationnement, l'énergie, les services de la conciergerie. La conciergerie, en fait, c'était notre réponse physique à cette absence instantanée de commerce, dans lequel on va trouver en fait 3 éléments. Le premier, c'est du dépannage. Je peux acheter du pain, du lait, mes capsules de café. Je suis un agrégateur de services. J'ai à peu près une quarantaine de prestataires avec lesquels on travaille. Donc, je peux laisser mes chaussures, mon costume, mes clés à refaire. Et c'est surtout pour nous le bar du village. C'est là où se retrouvent l'ensemble des habitants par des manifestations qui sont organisées, le Noël des enfants, la soirée Star Wars, des karaokés qui nous ont été réclamés il y a quelques temps, etc. etc. Alors, ça c'est SmartSay 1. Oui. SmartSay 2 est dans les cartons, c'est ça, hein, voire même plus que ça. Bonjour à tous. Oui, c'est dans les cartons. Hervé aussi est au pilotage et on a, nous, du coup, comme tu le disais, Gabi, au niveau national, enfin, en tout cas de la holding du groupe, la volonté d'accompagner les équipes pour prolonger cette démonstration. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout ce dont Hervé a parlé, maintenant, on a ce retour d'expérience de ce qui fonctionne, de ce qui est utile. Parfois, on essaye de faire des choses. Quelles sont les satisfactions, quelles sont les déceptions par rapport à la première expérience ? Du coup, je ne sais pas si j'ai le droit de tout dire. Non, mais en tout cas, je peux dire déjà que la micro-remédiation, par exemple, c'était une grande expérience pour nous. C'était la première fois qu'on faisait intervenir ce qu'on appelle maintenant des startups facilement, mais en 2000, c'était combien, 2012, 2013 c'était une start-up de laboratoire qui était intervenue pour dépolluer les sols par les champignons. Donc nous-mêmes, on a beaucoup appris sur ce partenariat qui s'est créé. Ça n'a pas été une réussite totale. En revanche, on a quand même réussi un peu à dépolluer, ça c'est une chose. Pas dans la quantité qu'on espérait, mais c'est vrai que c'était pas... C'est un plus quand même. C'est un plus. La conciergerie, c'était La conciergerie, c'est une vraie réussite. La boucle à eau de mer, c'est une vraie réussite. Hervé en a parlé. Et ce qui est intéressant, c'est que le coaching énergétique qu'on a associé à la boucle à eau de mer, finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément très compatible. Et ça, on l'avait pas vraiment estimé au départ. Sans rentrer dans les détails, en fait, comme la facture des habitants, elle dépend surtout de la partie investissement et pas du tout de ce qu'ils consomment, puisque la consommation d'énergie est nulle, enfin gratuite. En fait, que tu expliques aux gens que le chauffage allumé et la fenêtre ouverte, ça change, ça va leur faire économiser 7% d'énergie. Bon, ils s'en fichent un peu parce que finalement, sur leur facture, ils ne le ressentent pas, ils ne le voient pas. Et donc, du coup, tout l'investissement mis dans ce coaching énergétique est finalement un peu dérisoire, comparé peut-être à une sensibilisation plus directe, plus humaine, qui aurait peut-être été plus efficace. Coucounage, alors un mot de ça là. Oui, ça, en fait, de manière synthétique et globale, chaque fois qu'on met de l'humain, ça fonctionne. Chaque fois qu'on mélange de l'humain avec la bonne dose de technologie, ça fonctionne. Quand on s'appuie sur du tout techno sans humain, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça, c'est une grande leçon. Alors, on va se tourner vers Jean-Luc Chauvin, qui est là pour au moins 2 raisons valables. La première, c'est qu'il est du métier. Il est un peu moins aujourd'hui, mais il a été quoi, agent immobilier, syndic et ADB. Donc, il est parfaitement du métier. Et puis, il est aujourd'hui le très respecté président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Et donc, la ville de demain, c'est un sujet qui vous intéresse au premier chef. Et vous avez une approche quand même assez particulière. Vous dites il faut qu'on soit un territoire expérimental. C'est dans l'expérience qu'on va arriver à construire la ville de demain.
Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'UNIS d'avoir choisi de faire son congrès ici à Marseille. Et c'est un bon signe. Alors, première, deuxième, on va résoudre le problème. Deuxième capitale française. Ça, c'était pour la table ronde présente. Depuis des années, au niveau du monde économique et de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, on travaille sur la ville de demain, avec un certain nombre de prismes qui nous amènent aujourd'hui à considérer qu'on est bloqué par la situation. Je vais prendre 2 exemples très rapides pour poser le cadre. On a parlé de la boucle de Thalasso-Thermie d'Euro-Méditerranée, qui sert en particulier à ce Marseille, vous venez d'expliquer. On est dans un sujet typiquement où on fait du volontariat. On a fait faire à des opérateurs privés une boucle de thalassothermie et on dit aux promoteurs qui le souhaitent, si vous voulez, raccordez vos ensembles immobiliers nouveaux pour faire des économies d'énergie. Nous, on pense que c'est assez, c'est assez dommage parce que du coup, on gâche une opportunité de faire plus et d'aller plus loin. En gros, ce qu'on dit, on dit soyons plus exigeants et inversons la règle. Soyons plus exigeants, ça veut dire quoi? Je vais vous prendre des exemples. Genève. Ça veut dire inciter ne suffit pas. Inciter ne suffit pas, mais au contraire, aujourd'hui, le rôle des pouvoirs publics, c'est de faire passer à l'action. Genève. À partir des bonnes solutions. Genève. Exemple de Genève. Genève met en place un système de solutions d'hydrothermie depuis 2015 et s'engage à faire que 50% des bâtiments nouveaux, mais existants aussi, seront en 2035 raccordés à la boucle d'hydrothermie, donc avec le lac de Genève. Ils s'engagent en même temps, dans le même délai, grâce aux différents lacs qu'il y a sur l'ensemble de la Suisse, à raccorder 30% des bâtiments suisses. Voilà. Ça, on est là dans un engagement où maintenant le sujet, c'est pas uniquement les nouveaux bâtiments qui le veulent, c'est tous les nouveaux bâtiments, mais c'est aussi des bâtiments anciens, avec des incitations et des accompagnements. Nous, on voit bien, et je l'ai dit souvent à Aurélie Cousy, la directrice d'Euroméditerranée, qui au passage, je ne sais pas si M. Itier est parti, mais la première SPLAIM, c'est Euroméditerranée. Il faut juste rendre à César ce qui est à César. C'est bien d'avoir des infrastructures, c'est bien d'en faire la promotion, mais si on n'oblige pas à se raccorder, ça ne marche pas. Par contre, en face de l'obligation, on dit la deuxième chose. Ça a un coût supplémentaire, et donc il faut juste changer de mindset. Il faut juste raisonner comme au XXIe siècle et plus comme au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner en obligation maximale de constructibilité sur un terrain, il ne faut plus raisonner en obligation, mais il faut mettre des contreparties. Et donc, si vous vous raccordez à la boucle, ça devient obligatoire, mais comme ça devient obligatoire et qu'il y a un surcoût, on bonifie le nombre de mètres carrés que vous pouvez construire. Et du coup, vous récupérez, quand vous êtes opérateur, votre surcoût. Et donc, c'est un changement de logiciel, c'est un changement de mindset profond. Et au lieu de réfléchir avec les outils du XXe siècle, il faut réfléchir avec les outils du XXIe siècle, c'est-à-dire chaque terrain, chaque emplacement a une opportunité maximale de construction qui est en fait devenue minimale. Et au fur et à mesure qu'on va être vertueux, qu'on consommera moins d'espace au sol parce qu'on va monter, comme tu l'as dit, pour pouvoir mieux utiliser, mieux densifier la ville, parce qu'on va se raccorder à des systèmes collectifs de chauffage ou de climatisation, parce qu'on va aussi, je vais en redire un mot, travailler sur les eaux usées, on peut bonifier. Ce qui fait qu'en fait, le coût ou le surcoût de ces innovations devient en réalité compensé par le mètre carré supplémentaire qui sont construits. Et du coup, on arrive dans un système vertueux. Ça oblige juste les opérateurs, les collectivités et l'État à changer de façon de réfléchir. Ça oblige probablement nous tous ici, les fédérations professionnelles, les professionnels, mais aussi à pousser nos parlementaires et nos élus locaux à modifier la loi, à être dans l'expérimentation et à avancer. Je prends un deuxième exemple, une seconde. L'Espagne. L'Espagne est championne d'Europe de l'utilisation de l'eau recyclée, en fait, de l'eau usagée. Avec plein d'exemples, Barcelone, Alicante, recyclage des eaux usées pour la culture, donc pour l'agricole, pour l'arrosage bien sûr des parcs, pour le nettoyage des voiries, mais aussi pour remettre de l'eau dans les nappes et les rivières, donc avec un tas de sujets. Les champions qui sont en train de faire ça, les entreprises championnes qui sont en train de faire ça en Espagne, parmi lesquelles on trouve 2 françaises, Veolia et Suez. Et nous ici, on ne sait pas faire. Comme je dis régulièrement, c'est un peu provocateur, mais je dis à nos amis élus qui disent, ou à ceux des services de l'État, de l'eau, ou des contrôles, des services de contrôle, que oui, mais il faut faire attention, c'est compliqué, on ne sait pas. A priori, on est souvent allés tous en Espagne, passer quelques jours, on n'est jamais revenu avec des maladies extraordinaires.
Pourtant, ça marche. Et donc, en fait, il faut vraiment changer de façon de penser. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs et le mettre chez nous. On a un problème majeur d'eau ici, mais dans beaucoup de régions, on va le connaître. Pourquoi ne pas utiliser? Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas utiliser ce qui marche ailleurs? C'est vraiment un sujet de raisonnement différent. On se retrouve, en fait, dans un sujet, depuis encore plus d'ailleurs, le principe de précaution, dans un sujet où on est empêché d'innover. Il faut qu'on change le raisonnement. C'est comme ça qu'on va bâtir la ville de demain, c'est comme ça qu'on va bâtir la ville qui va servir à tous, aussi bien les étudiants que les salariés, que les retraités, que les bureaux, au multi-usage, et qu'on va la bâtir tous ensemble. Mais pour la bâtir tous ensemble, il faut qu'on accepte de se mettre autour de la table, de regarder les best practices, de laisser faire aux entreprises leur métier d'innovation, donc sortir un peu du principe de précaution, et surtout aux collectivités, aux élus, et à l'État qui sont là pour mettre des règles et contrôler, que ces règles, ils mettent des règles en place qui soient vertueuses et non pas que coercitives comme on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire passer en fait par un principe, c'est qu'on a droit au minimum et plus on bonifie, plus on donne. Alors effectivement, ça obligera à prendre un peu de risques, effectivement, ça obligera à changer, mais je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver. Jean, oui. Jean, on va parler dans une poignée de secondes du rôle des syndics dans cette ville de demain. Je voudrais quand même, parce que je n'ai pas bien compris, on a vu SmartSay 1, vous dites on est déjà sur SmartSay 2, et moi je voulais qu'on ait quelques éléments sur SmartSay 2. Qu'est-ce que c'est ? On évoque l'eau. L'eau, c'est un sujet en effet qu'on a abordé là dans SmartSay 2, la réutilisation des eaux usées, pour les réutiliser à la fois pour l'arrosage des espaces verts, mais aussi l'enjeu de les réutiliser dans les logements. Donc ça, c'est un travail qu'on mène avec une société qu'on a identifiée à travers plusieurs. Une, en l'occurrence, là, c'est Aquality et Nereus, qui sont deux sociétés qui nous proposent ce système-là. Nous, après, c'est la réflexion de faire double réseau et puis aussi un investissement. Vous en parliez. Comment est-ce qu'on va se permettre d'investir ? Hervé disait tout à l'heure, nos locataires et nos habitants, ils sont quasiment à 50 € près de charge. Et là, l'eau, on arrive quand même à mesurer que c'est un gain de 20 €. Voilà. Et ces 20 €, mine de rien, maintenant on peut dire si tout le monde est prêt à ne pas dépenser, de ne pas mettre d'investissement ou ne pas innover parce que ça coûte trop cher, ici cette innovation elle va permettre d'économiser. Alors pourquoi on n'irait pas ? Donc ça sera inclus dans SmartSay 2. Mais en effet, il y a des contraintes réglementaires, des contraintes normatives. C'est aussi, nous je pense, la force d'un groupe comme Eiffage. On peut se pencher sur le sujet, aller remplir des dossiers. Mais c'est sûr que en fait, l'enjeu, il est de démontrer, mais ensuite de mettre à l'échelle. On n'a plus le temps de juste regarder ce qui se passe. Je pense que ça y est, on a fait un constat qui est évident. Donc comment on fait pour trouver les bonnes solutions ? Attention, moi je suis assez d'accord avec le principe de précaution qui parfois est vraiment trop fort. En revanche, il ne faut pas tomber dans des fausses bonnes idées. J'ai un petit exemple comme ça. Il y a plein de sociétés en ce moment qui réfléchissent à comment créer des drones pour remplacer des abeilles. J'ai envie de dire, protégeons peut-être les abeilles avant de créer des robots qui vont remplacer des abeilles. Voilà, c'est juste cette notion un peu de fausse bonne idée, d'opportunité, voilà, mais dans le mauvais sens du terme. Combien de mètres carrés ? Ça va être quoi, SmartSay 2 ? Ça va être des bureaux, des logements ? Ça fera 45 000 mètres carrés avec une égale proportion entre bureaux et logements, parce qu'encore une fois, la vraie notion, c'est l'idée de dire que si je construis un mètre carré de béton, il faut qu'il puisse être utilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, cette notion de ville, elle est importante parce que il faut créer des espaces à l'intérieur de cette même ville, la ville du quart d'heure, dans lequel on va trouver toutes les fonctions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En termes de commerce, etc., on n'est pas... Effectivement, il y a un vrai sujet sur le commerce. C'est aussi un élément qu'on souhaite adresser et sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Alors, il nous reste 5 minutes. Je voudrais d'abord le point de vue des syndics. Cette ville de demain, elle ne se gère pas tout à fait de la même manière. Je vais prendre un autre point de vue. On a la chance, localement, d'avoir le représentant des acteurs économiques, Jean-Luc Chauvin, le président de notre chambre de commerce, qui a conscience de la réalité, de la problématique et ce qu'il faut booster pour répondre à cette évolution de logement, à cette évolution d'habitat nécessaire. On a la chance, avec des acteurs économiques, de commencer à avoir du recul. Eiffage, riche de ses expériences sur les précédents programmes, arrive à proposer des choses qui sont réalistes. Et là, quand j'utilise le mot réaliste, je prends la casquette du gestionnaire, parce que tous, nous avons des équipes de gestionnaires qui sont avec nous. On leur donne une copropriété avec une nouvelle manière de service, une nouvelle type de construction, et on leur dit, voilà, tu vas gérer ça. Tu vas devoir trouver un contrat
pour gérer ça. Tu vas devoir expliquer ça auprès des occupants pour pouvoir utiliser à bon escient et rendre effectivement tous ces calculs théoriques de manière pratique. Donc là, il faut avoir conscience que cette ville de demain demande, et je prends mon autre casquette, qui est non pas le gérant du cabinet Berthoz, mais celui qui s'occupe de la formation pour le syndicat avec 1+ formation, c'est qu'il faut former. Il faut former ces équipes à 2 niveaux. Il faut les former de manière technique pour pouvoir comprendre ces nouvelles prestations mises en place, mais aussi le former de manière pour faire de la pédagogie auprès des occupants. Et ça veut dire, par exemple, que gérer le parking tel qu'il a été décrit, ça demande des connaissances nouvelles, parce que ce n'est pas un parking banal, il est partagé. Il y a 2 choses, parce que ce qui est intéressant, on le voit d'ailleurs sur SmartSay 1, c'est qu'il y a un outil technologie avec des applications qui nous permet de gérer, de voir sa place avec ses places partagées. Cet outil est merveilleux. Mais de manière pratique, il faut expliquer. Et donc, on en revient toujours à l'humain. L'humain. Notre métier est éternellement humain. Tous les jours, notre quotidien, on discute avec nos copropriétaires, nos conseillers syndicaux, on revoit les budgets, on explique là les charges, on doit expliquer l'ensemble des charges. C'est différent ou pas là dans ces types de construction? Moi, je voyais l'énergie. Qui est-ce qui gère les boucles thalasso-thermiques qui fait ça? Comment ça marche? Alors, Hervé. Pour l'avoir vu de manière pratique, c'est complètement différent et c'est une vraie révolution pour les gestionnaires. Aujourd'hui, le gestionnaire, il est la contrepartie d'un ensemble d'acteurs extrêmement technologiques. Que ce soit le parking mutualisé, que ce soit tous les services numériques, que ce soit la boucle de thalassothermie, que ce soit... la gestion des eaux usées bientôt. La gestion des eaux usées, que ce soit la gestion... du concierge et de toutes ces implications. Et donc ça veut dire effectivement qu'il y a une vraie nécessité à la fois d'une montée en compétences, parce qu'il faut pouvoir parler technique avec ces personnes-là, d'une part, et j'insiste éminemment sur la fonction pédagogique et sur la fonction de l'appropriation de ces sujets. Pour vous donner juste un exemple, on a livré le premier immeuble en 2006, on a livré le dernier en 2022. On l'a livré en 2016, et on a livré le dernier en 2023, et ça fait plus que 4 mois que je ne suis pas président de l'ASL. Et on a enfin pu créer cette transition et faire en sorte que les habitants puissent se l'approprier. Et ça, grâce justement à la montée en compétences des gestionnaires et des syndics. Bien, un dernier mot, puisque je sais que vous avez un rendez-vous qui vous attend, sur le volet commerce, qui est très important pour un CCI. Dans la ville de demain, on a ça a été dit tout à l'heure, mais on a à repenser ce que Carlos Moreno appelle le quart d'heure. Il faut qu'on ait tout à proximité dans le quart d'heure, les usages ou autres. Et le commerce est un des éléments, ça a été très bien évoqué dans le lancement de SmartSay. Et pour vivre, aujourd'hui, il va y avoir un besoin de multiplicité d'usages. Et dans le commerce, notamment, il y a une expertise, en tout cas, il y a une expérience qui est très intéressante dans le nord de l'Europe, c'est qu'on revient à des commerces pour avoir plus de plages d'ouverture où le commerçant vit au-dessus de son commerce. Et oui, dans le nord de l'Europe, on réinvente le commerçant avec l'escalier intérieur, avec l'habitation au-dessus. Mais du coup, ça veut dire que tu es ouvert beaucoup plus longtemps, le matin et le soir, et beaucoup plus longtemps le week-end. Parce que si tu as un collaborateur, il peut bosser, toi tu peux être chez toi, et ça peut fonctionner. Et on se rend compte que c'est ce qui va marcher dans l'usage du quart d'heure. Et donc la mixité du bâtiment, pas des bâtiments uniquement dédiés à l'habitation ou au bureau, des bâtiments mixtes avec éventuellement de la résidence-service, mais aussi avec du commerce. Il faut que les gens puissent descendre, puissent boire un café ou autre. Le commerce, c'est le lieu de sociabilité, c'est le lien, c'est ce qui permet de fonctionner. Et avec des usages très forts en face, d'espaces verts, de lieux de rencontres collectifs, voilà. On voit que c'est ce qui marche. Dans la prise en compte, il faut le faire. Il y a un petit sujet de modèle économique chez nous, parce qu'on est encore très en retard sur ces sujets-là, et parce qu'on est souvent en limite de prix possible des acquéreurs. Mais il faut juste qu'on imagine autrement comment on va faire des économies pour redonner de la solvabilité qui vont pouvoir permettre de financer du service et du fonctionnement. Et nos nouveaux outils sont liés à ça. En fait, en réalité, tous les outils existent. Les startups, l'innovation, elle est là. Les startups sont prêts à mettre. Certains seront bons, certains ne seront pas bons. D'autres vont mourir, comme chaque fois qu'on essaie. Le sujet, c'est juste de pouvoir intégrer ça dans notre façon de raisonner et dans nos bilans d'opération. Et la seule solution,
c'est de pouvoir bonifier. D'autres pays le font, pourquoi nous on ne le fait pas? J'insiste parce qu'il faut vraiment qu'on se mobilise sur ce changement de raisonnement. On vit encore l'urbanisme comme au XVIIIe siècle, il faut qu'on passe au XXIe siècle. Il faut qu'on considère qu'on a besoin de bonifier pour financer les innovations, faire des économies, améliorer l'habitat et pouvoir donc tous bénéficier d'une meilleure vie en collectivité. Merci beaucoup. On va terminer par une rafale de questions, si vous acceptez d'y répondre très rapidement. Est-ce qu'on va aller vers une ville de demain où ça sera toujours plus haut, toujours plus dense, oui ou non? Comme tu as parlé de nuances, Gabi, ni oui ni non, évidemment, mais... 1-0. Non, mais c'est sûr que la densification, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. On parlait de territoire tout à l'heure, j'entendais, selon les territoires, monsieur le ministre disait, on ne va pas forcément appliquer les mêmes règles selon les besoins de logement ou là où il y en a moins besoin. J'entendais aussi une petite salve contre la loi ZAN qui est en effet très très exigeante. En fait, il faut essayer, je pense, de trouver des compromis à tout ça et surtout, comme le disait Hervé, la juste technologie, mais la juste philosophie, c'est-à-dire est-ce que c'est utile, est-ce que mon projet est utile, à quoi il sert, pour qui, et donc est-ce qu'il faut densifier ou pas? La réponse, elle est éminemment très locale, je pense, je suis désolé. Le vrai sujet, c'est la qualité des espaces verts au rez-de-chaussée, c'est ce que vous aviez dit. Oui. Ouais, incontestablement. Oui, parce que c'est à la fois c'est ce qui permet de supporter la densité d'une part, c'est ce qui crée l'îlot de fraîcheur d'autre part. Avec la question par contre du coût des espaces verts, on voit de plus en plus de copropriétés qui coupent l'eau. À Smartseille, par exemple, l'eau c'est 31 000 € par an d'arrosage. Et donc on travaille justement pour la réutilisation de ces eaux avec tous les freins qu'on peut imaginer en matière réglementaire. Parce que 31 000 € d'eau, c'est pas supportable. Juste pour vous dire, la nature, j'ai accompagné des chercheurs qui ont travaillé sur le ressenti du bien-être et de la nature des occupants de logements. Et ils ont fait une grande étude de recherche. Bon, évidemment, c'est confirmé que les gens se sentent mieux quand ils ont accès à la nature, qu'ils ont une vue sur la nature. Ce qui est très intéressant, c'est que selon le type de nature, le bien-être est ressenti différemment. Un gazon coupé aura nickel. Bon, ça fait bien-être, mais en fait, les gens préfèrent voir une nature plus libre, libérée. Donc, il y a un travail des paysagistes, en effet. Et il n'y a que les Anglais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ouais, c'est ça. Et j'en terminerai. Il y a un sujet d'exploitation derrière, du coup. Je vais terminer sur une question. Est-ce que l'équilibre économique de ces opérations, qui sont quand même d'une grande ambition, est-ce qu'il existe vraiment? Je pense qu'Hervé pourra répondre pour Smartseille, en tout cas. Oui. Voilà. Et on en a d'autres, en effet, où... Je pense qu'il y a aussi cette notion-là de changement de mindset, comme Jean-Luc l'a dit, de coût global qui est vraiment essentiel. Nous, on a un rôle d'ensemblier. C'est important qu'on garde ce rôle de on conçoit, on construit, on livre, mais ensuite, voilà, de maintenir en fait une présence, en fait, de regarder si ça fonctionne. C'est un peu comme une ambiance de mariage, quoi. Au début, on conçoit quelque chose, on ne sait pas si ça va prendre. Mais c'est difficile. Ça fonctionne comme ça chez vous? Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Mais à chaque fois qu'on me pose la question, mais est-ce que ça va marcher? Bon, on essaye de faire en sorte que, mais c'est pas évident. Merci mille fois, Eiffage. Grand merci au président. Ouais, encore juste sur le coût, et c'est vrai pour les logements anciens dont on parlait tout à l'heure, la dégradation, il faut arrêter de raisonner uniquement en investissement, il faut raisonner en investissement et en fonctionnement. Il faut raisonner sur un coût global. Et dès qu'on raisonnera sur un coût global, on réussira à entretenir, à innover. Et donc le coût d'acquisition supplément, si derrière c'est pendant des décennies des coûts d'économie, la réalité c'est que le coût elle est gérable. Il faut juste qu'on change de façon de penser. Il faut qu'on ne pense pas uniquement au CAPEX. Voilà. Je voudrais d'abord remercier nos participants, vous dire qu'on a évidemment ouvert des portes. Là, on a le sentiment de ne pas avoir creusé la ville nouvelle, mais on a ouvert quelques portes. Et puis, je voudrais surtout qu'on remercie le rédacteur en chef des dossiers de l'IMO. C'est le monsieur juste à côté de moi. Il a consacré une énergie à ça, vous ne pouvez même pas imaginer. Jean Berthoz.